autour de Saint-Tropez. Et je suis chargé de la mise en valeur du patrimoine historique et archéologique de 12 communes du canton. Et puis, je suis aussi, à titre personnel, chercheur associé dans un labo qui s'intéresse de l'université Aix-Marseille, un laboratoire qui s'appelle LA3M, laboratoire d'archéologie médiévale et moderne en Méditerranée. Je travaille sur l'histoire des techniques et sur la forêt. Alors, il semblerait que je sois un des rares aéris qui ait travaillé sur le Liège, alors que j'habite dans le massif des Monts, où précisément il y a du Liège. Alors, le Liège, il est extrait, c'est l'écorce, l'enveloppe du Quercus suber, Lussuve en provençal, et très vite les hommes se sont aperçus que le liège avait des qualités, c'était un matériau avec des qualités exceptionnelles. Alors, la première des qualités, c'est que quand on l'enlève, l'arbre ne meurt pas. Ça avait étonné ça. Alors, il ne pousse, je rappelle, qu'en milieu métamorphique, en milieu siliceux. Je rappelle que les monts Balestérel ne sont pas un milieu calcaire. Le chêne-liège ne pousse pas en Provence calcaire. Il ne pousse qu'en milieu métamorphique, siliceux, acide, on dira aussi, éventuellement, des sols acides. Il ne pousse que dans ces terrains. Alors, c'est un matériau particulièrement intéressant parce qu'il est plein de qualités. Faible densité, imputrescible, imperméable. Il est composé à 90% de matière gazeuse. Il est isolant thermique, isolant acoustique et isolant vibratoire. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Il faut que je parle plus fort. Alors, il n'y a pas de micro? Il y a un micro? J'aime pas. Je vais parler plus fort. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Très bien. Bon. Alors, les premières traces que j'ai trouvées de démasclage, c'est-à-dire on enlève l'écorce, les premières traces que j'ai trouvées dans les monts, c'est à Toulon. En 1985, les collègues du Centre archéologique du Var font une fouille rue Félix-Paul et ils tombent sur le quai sommaire, un aménagement de rivage du port de Télomarsus, donc le port antique de Toulon. Et là, ils tombent sur cet aménagement, sur un tronc de liège qui a été démasclé. Démasclé, ça veut dire qu'on a enlevé l'écorce. Ça veut dire que là, on a utilisé le liège. Et les spécialistes ont daté ce tronc, il date du 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors, il est fort probable, même si on n'a pas trouvé la trace aujourd'hui, que le liège a été utilisé avant. Un jour, on trouvera, pour le moment, on n'a pas encore trouvé. Alors, de nombreux historiens ont travaillé sur le liège, le bouchon. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas. J'ai voulu travailler sur toutes les autres utilisations du liège. Alors, il y a d'abord la pratique halieutique, la pêche. On ne peut pas pêcher sans liège. Pourquoi? Eh bien, parce que
enrouler le fil, etc. Hein. Et puis, la pêche au rusquet. Certains l'ont pratiqué aussi. Alors, pour le rusquet, on a un morceau de liège rond, un peu bombé. Il y a plusieurs fils et hameçons qui sont pendus, 5-6, avec un morceau du pain, etc. Donc, voilà, il y a toutes sortes de... Alors, pour la palangre, on utilise le petit panier tressé dans lequel on va mettre les fils. Ça s'appelle l'ucanesteo. Et l'ucanesteo, il est bordé d'une garlande, un rebord en liège, pour pouvoir y accrocher le hameçon. Pour que ça ne se perde pas les fils, ça part à l'extérieur. Voilà. Bon. Alors, ensuite, il y a un autre mot provençal qui est utilisé pour les flotteurs. On m'entend bien jusqu'en haut? Oui. Ok. Les flotteurs. Alors, le mot provençal, c'est natte, avec un T. En français, on a fait natte. Moi, j'ai interviewé des pêcheurs, ils m'ont parlé de la natte, c'est-à-dire les flotteurs. Alors, il y a toutes sortes d'utilisation de nattes petites, moyennes, etc. pour toutes sortes de pêches. Je vais vous épargner ça. Je vais simplement signaler que, bien sûr, on utilise particulièrement le liège pour les filets flottants. C'est compréhensible et c'est évident. Alors, particulièrement, je vais donner un exemple précis, pour les madarabes. Est-ce que vous savez ce que c'est que les madarabes? Ce sont des grandes pêcheries de thon. C'est des pêcheries industrielles. Alors, pardon? Le singe. Non, le thon. Oui. Le singe est allé dans des massacres. La madarabe, c'est une installation fixe, comme dit monsieur très justement, c'est-à-dire que 7-8 mois de l'année, vous avez des filets qui sont installés en permanence dans la mer, et ils sont orientés, parce que les thons ont toujours en principe le même circuit. Ils sont orientés de manière à pouvoir accueillir le banc de thon. On l'aide un peu, le banc, c'est-à-dire qu'en principe, le rail des madragues, il est supposé être sur un bateau avec, que la tradition dit, avec une tête d'âne, et ça probablement pourri ou sanguinolente, et ça attirerait le banc. Il y a entre 700 et 800 mètres de filets qui sont installés en permanence. Et d'ailleurs, ça crée des conflits, parce que les pêcheurs n'ont pas le droit de venir pêcher à cet endroit-là, bien évidemment. Et le banc de thon entre dans ces filets, et puis le dernier compartiment, c'est la chambre de la mort, où on massacre les thons à coups de barre, à coups de gourdin, comme j'ai pu voir des reportages en Afrique. On fait venir le poisson sur le bord de mer, et après on le massacre. Mais c'est tout à fait ça. D'ailleurs, il y a un tableau célèbre de Vernet, autant que je m'en rappelle. Un tableau célèbre de Vernet. C'était bien fait. C'était bien fait, c'est rien ça. Comment on fait pour ça? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, s'il vous plaît. Je vous donne la chance. Je vais pas là. C'est bon. La flèche plus haut, à gauche. Plus haut et à gauche. Voilà, continuez, c'est bon. Voilà. Voilà. Je vais oublier, comme je suis blagueur, je vais oublier les photos, vous me le rappelez de temps en temps. Bon, ça c'est le récolte du liège, à l'époque du boucheron. Ensuite, le système. Vous allez voir le système. Ça c'est intéressant, c'est en Afrique du Nord. On voit le démasquelage, mais il y a de beaux individus. Les arbres là, ils sont magnifiques.
c'est la pêche. Le rusquet, pas la droite, ça parle à ça, certains, je le vois. Ok. Là, c'est des filets, bon, ok. C'est différents systèmes, bon, ok. Alors, donc, revenons à nos madragues. Les filets sont installés en permanence, les thons arrivent, donc, ok. Donc, ce sont des filets, comment j'ai dit tout à l'heure, qui sont en permanence là, et on a besoin de liège, évidemment. Alors, j'ai très peu de mentions dans mes textes d'achat de liège pour les pêcheurs. C'est rare. J'en ai quelques-uns, mais pas beaucoup. Par contre, à la Révolution française, toutes les pêcheries de thon, les madragues, ont donné lieu à des ventes comme bien national. Et j'ai un inventaire des madragues dans la région de Saint-Tropez. Eh bien, tenez-vous bien, il y avait 4 madragues, et les réserves de liège, il y a 4 tonnes de liège dans ces réserves. C'est donc quand même assez important. Voilà, c'est pour donner une idée. Alors, pour la pêche, il y a d'autres utilisations. Par exemple, il y a les gaviteurs, les gavitaux en français. Ce sont, si vous voulez, des espèces de bouées que l'on va installer pour opérer le poste de pêche. Et on va y mettre dessus l'oufanao, c'est-à-dire une branche de palmier, pour savoir où est le poste de pêche. Voilà. Ok. Alors, le liège est dit imputrescible. Et pourtant, il faut le changer, on en a besoin de beaucoup de liège. Pourquoi? Eh bien parce que, j'ai interrogé un pêcheur, il me dit parfois, ça faisait mal. Il veut dire par là que le filet avait été détérioré par des poissons, par la mer qui était mouvementée, les tempêtes, etc. Et donc, dans ce cas-là, le filet, il perd et il est bien obligé de changer le filet, mais aussi les nattes, les flotteurs. Voilà. Alors, il y a d'autres utilisations du liège en rapport avec la mer, en particulier comme bouée. Et j'ai un camarade qui m'a trouvé récemment, on était au milieu du 19e siècle, et il y a des gars qui s'échappent d'une prison, du côté de Roquebrune. Et ils traversent, le texte le dit, ils traversent un petit lac en prenant des bouts de liège qu'ils trouvent, qui se mettent autour du corps pour pouvoir traverser, flotter et traverser. Voilà. Et surtout, certains peut-être d'entre vous ont vu ou pratiqué la tarte. Vous savez ce que c'est? Ces joutes. Vous voyez, on le voit à Martigues, etc. Ces joutes de bateaux avec perché, le targail, je crois qu'on l'appelle, targail, qui a une lance et qui va pointer sa lance vers le concurrent pour le décaminer de son perchoir. Voilà. Et au musée à Arles, vous avez des plastrons de tarte qui sont voilà. Alors, autre utilisation du liège, c'est pour les patins. Qu'est-ce que c'est? Alors, les patins, ce sont des semelles de liège. Et ça, eh bien, c'est connu depuis l'Antiquité. Et Pline le cite. Il cite, il y a un petit texte qui parle de semelles de liège, etc. Ok. Alors, moi,
La mention la plus ancienne que j'ai trouvée, c'est dans les statuts de la ville d'Hyères. En 1237, l'article 47, alors c'est du provençal médiéval, hein, Deguin non taille ni despuei, vos non desaise, vos non rompa, suve, ni rove, ni euse, en Deguin loc del terrador d'hier. Je vais traduire pour les Français. Les Français, je suis obligé de traduire. En plus, même pour les Provençaux, parce que c'est quand même du provençal médiéval. Personne ne doit tailler, despuei, c'est-à-dire dépouiller, hein, ni rompre, ni casser le suve, c'est-à-dire le chêne liège, le robe, c'est-à-dire le chêne vert, ni euse, le chêne blanc, dans aucun des lieux du terroir d'hier. Voilà. Donc, on est là au XIIIe siècle. Et puis, j'ai trouvé des semelles de liège, fin XIIIe siècle, et c'est intéressant parce que c'est loin de chez nous. Ce sont les fouilles 1765, les fouilles de la tombe de Gillon II, évêque de Sens, à la fin du XIIIe siècle. Il est mort en 1292. Et qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette tombe? On a trouvé 2 semelles de liège qui sont exposées encore aujourd'hui au trésor de la cathédrale de Sens. Je dois aller les voir d'ailleurs. J'ai pris contact avec le conservateur. Je dois aller les examiner. Voilà. Pour ce qui concerne la récolte du liège pour faire des patins, je n'ai qu'une mention, pas avant, je n'en ai pas trouvé avant, 1434, j'ai un Ponce Michel qui est patinerius, c'est-à-dire fabricant de patins, hein, à Roquebrune, et il doit 6 florins, causa emptionis, j'arriverai, certe quantitatis bruscarum. Il a donné 6 florins à cause d'un achat d'une certaine quantité de rusques, c'est-à-dire de ruches, c'est-à-dire de liège. Et comme il est patinerius, ça veut dire qu'il a acheté du liège pour en faire des patins. Alors en fait, les textes utilisent 2 termes. Patinus, siue pantofla, c'est-à-dire patin ou pantoufle, mais aussi ils emploient le terme souvent de liège. Le terme de liège, en fait, veut dire patin. En provençal, dans les textes, on dit rusque pour parler du liège. Lorsqu'on emploie le français, liège, ça veut dire que ce sont les semelles. Ça regroupe 2 objets. Premièrement, des pantoufles. Antoine Furetière, dont on sait que c'est un lexicographe du XVIIe, ce sont des chaussures qu'on porte dans la chambre pour être à sa commodité, qui n'a point de quartier qui couvre le talon et qui est d'étoffe plus délicate que le soulier. Ok? Des sortes de mules. Alors, la tombe de Gillon II dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est de ça qu'il s'agit. En fait, ce sont des espèces de mules avec un très beau tissu. Et la semelle de la mule est en quelque sorte ouverte en 2 et on peut y glisser la semelle de liège à l'intérieur. Vous voyez un peu là. Alors, je ne l'ai pas mis à la présentation. On va passer un peu parce que je suis pris par. Je suis un peu bavard, alors après je pris les images. C'est dommage. Comme ça, on a déjà vu. Alors, là, vous avez
ça parle pour certains, dont je parlais tout à l'heure, hein, avec des verlabes, ouais, vous voyez tout, pour accrocher. Ensuite, j'ai la pantoufle. Alors, je donne un exemple littéraire super en ce qui concerne la pantoufle. Je le prends chez Rabelais, Gargantua, chapitre 21, méthode des préceptes sophistes. Il disait que les mètres et bornes de bois étaient quand la personne buvant le liège de ses pantoufles enflé en haut d'un demi-pied. C'est-à-dire que le gars, il boit tellement qu'il n'a pas les chevilles qui entrent, il a les semelles de liège. Un bel exemple, bien, super. Alors, le patin, j'en donne la définition de Furetière, toujours. Soulier de femme qui a des semelles fort hautes et pleines de liège afin de paraître de plus belle taille. Alors, ça peut parfois atteindre, disent les auteurs, les auteurs, disent-ils, jusqu'à 20 ou 30 cm. Alors, ça servait aussi pour les cocottes, là, pour marcher, paraît-il, dans la rue, pour se prémunir de la boue, par exemple. Hein, voilà. On peut toujours dire que les femmes sont rasées parce qu'elles apparaissent plus grandes. Alors, j'ai pris un exemple, il y a toutes sortes d'auteurs, hein, Brantôme, Scarron, Régnard, etc. Moi, j'ai pris un exemple chez Scarron, 1645, dans Jodelet ou le Maître Vallée. Dis-moi, ma maîtresse, avez-vous bien du liège? Si vous n'en avez point, vous êtes, sur ma foi, d'une fort belle taille et digne d'être à moi. Voilà. Alors, je regarde un peu l'heure. Vous m'accordez jusqu'à quelle heure? Voilà, 8 heures, c'est fini. Bon, alors on va faire jusqu'à 8h15. On va une question. Comme ça, on a des questions. Hein? Parce que je peux être bavard si je fais pas. C'est des sujets que je connais bien, donc j'ai beaucoup de choses à raconter. En plus, c'est intéressant parce que ce sont des sujets inédits. La plupart des renseignements que je vous donne, ils n'étaient pas connus. Alors, donc, revenons à nos patins. Il y a une première étape qui consiste à récolter le liège pour en faire du patin. Et là, j'ai rencontré plusieurs c'est pas logique, voilà. Il ne sait plus où il en est de ses notes. Alors, excusez-moi. D'abord, à quelle période on va ramasser le liège? Alors, généralement, aujourd'hui, on le ramasse en été. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sel et on peut ôter facilement, non, l'inverse, il y a la sève et on peut ôter facilement l'écorce sans endommager le chêne. Il n'y a plus de sel. Et donc, aujourd'hui, on ramasse juin, juillet, août, en période sèche. Or, moi, je m'étais posé la question parce que je m'étais rendu compte, j'avais le sentiment que la plupart des commandes étaient passées en hiver et la livraison se faisait au printemps. Donc, je me suis dit, c'est quand même étrange, comment cela se fait-il? On a le sentiment qu'ils ramassent le liège, hein, la rusque, en hiver. Et j'ai même trouvé un texte qui me le suggère. C'est en provençal, 1527, aux Arcs.
dans le Var. Défense des lévards, des gueux ruscas, en l'eau défend, de l'argent fit à mèche-nez. On n'a pas le droit de lever le liège jusqu'à la fin mai, autrement on paie une amende. Ça veut dire que certains le faisaient. C'est logique. Alors, je pense que, en général, ils devaient faire des provisions de liège, de rusque, pour faire les patins. Et puis, lorsqu'ils avaient des commandes particulièrement importantes, eh bien, ils ne se gênaient pas pour aller ramasser de la rusque, du liège, en complément pour compléter leurs ressources, pour compléter leur travail, et que leur cueillette, pardon. Et par ailleurs aussi, on a un type de culture dans les morts ministériels qui s'appelle les sarres. C'est-à-dire que dans la colline, on coupe les arbres. On en laisse un tous les 50-100 mètres. On coupe, on brûle, et après ça, on plante une année du froment, une année du seigle, et après, on laisse en jachère 5, 10, 15 ou 20 ans. C'est un type d'agriculture de montagne. Et lorsqu'on a coupé ces arbres, eh bien, ça se fait en hiver, bien évidemment, eh bien, on va en profiter, si on a coupé des chais de liège, de leur enlever l'écorce. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Deuxième question posée, le liège, quand on l'enlève de l'arbre, il a une forme arrondie. Or, pour en faire une semelle, il va falloir qu'il soit plat, que ce soit une planche, une table, disaient les textes. C'est du provençal, bien évidemment. Alors, deux méthodes me sont proposées. L'encyclopédie de Diderot d'Alembert, qui est connue, 18e, quand on a dépouillé l'arbre, on met l'écorce dans quelques mares, dans quelques étangs, où on la charge de pierres pesantes pour l'aplatir. Il propose ça. Au reste, c'est une méthode qui est employée à peu de choses près au XIXe siècle pour le bouchon. On le fait tremper, on le fait même bouillir et on y met une pression par-dessus pour que la plaque, ça devienne une plaque, une taole, une planche en quelque sorte. Mais j'ai trouvé une autre méthode qui te rend de beaux jeux. C'est un petit noble provençal qui fait sa carrière à Paris, mais il a écrit un livre que l'on trouve chez Actes Sud, qui est passionnant. Pour les naturalistes, je vous le conseille. Il est super. Et ça s'appelle Des Lordibus Provinciae. On le trouve en adaptation française, Louer la Provence. Donc vous le trouvez chez Actes Sud. Il y a des tas de renseignements sur la Camargue, sur les animaux. C'est super passionnant. Et qui le rend de beau jeu, il nous donne quelques indications. Lui, il dit, on utilise pour l'aplanir le feu au lieu de l'eau. Et j'ai un de texte qui semblerait m'indiquer que c'est la méthode utilisée parce que, en même temps que le contrat de fermage pour récolter du liège, on me dit aussi qu'on autorise le fermier à prendre du bois. Et j'ai d'autres textes qui m'indiquent que le liège doit être bien brûlé. Voilà, tout ça me fait penser qu'on a très probablement utilisé cette méthode, alors qu'il doit être une méthode pas très éloignée de celle inversée que l'on utilise pour faire les douelles des tonneaux. On courbe au chaud, au feu, on coupe la planche. Hein? Voilà.
l'inverse, on utilise la chaleur pour la rendre plate. Voilà. Ce sont des hypothèses qui sont étayées, mais évidemment, ce n'est pas toujours simple. On essaie de trouver des idées, mais ce n'est pas toujours simple à vraiment discerner précisément quelle est la technique. Voilà. Alors ensuite, comment ça fonctionne? La récolte, eh bien, ou bien on se retrouve avec des terres désertées. J'ai trouvé des exemples. Au Revest, c'est une seigneurie désertée au-dessus de Sainte-Maxime, et je dispose d'une quinzaine de contrats entre 1546 et 1655 pour lesquels des fermiers, on dit des oui, vont ramasser du liège pour faire des patins. Et puis, j'ai trouvé aussi des territoires qui sont repeuplés avec de grandes forêts. Alors, Bagnols-en-Forêt, qui s'appelle aujourd'hui Bagnols-en-Forêt, au-dessus du Fréjus, est un territoire qui est repeuplé en 1478, et j'ai un contrat du début du XVIe, au moment où ce terroir très boisé est repeuplé, où on dit, on donne le contrat pour pouvoir, à de Fakendum, pour façonner des pantoufles ou patins. Et enfin, j'ai d'autres contrats ailleurs, par exemple, où on va donner des terres castes, c'est-à-dire des terres incultes, on va les donner en fermage pour, comme elles sont incultes, utiliser, elles sont disponibles pour qu'on en enlève le liège. Mais après, dans le détail, comment ça fonctionne? Alors, j'ai eu la chance, j'ai dépouillé toute une série de registres de notaires pendant à peu près 70-80 ans à Colombier. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé comment ça fonctionne. Ce sont généralement des agriculteurs, aujourd'hui des agriculteurs. On dit à cette époque-là des ménagers. Alors le ménager en Provence, c'est un agriculteur qui possède de la terre. Il y a des ménagers très riches. Ils cultivent leur terre. Il y en a d'autres, des ménagers pauvres, qui ont peu de terre. Ils cultivent la leur et vont cultiver celle du voisin. Mais ces ménagers, j'ai aussi des laboureurs, donc des gens, probablement des agriculteurs qui se louent. On leur passe commande de petites quantités de patins. 500, entre 500 et 1000, 1500. On leur passe commande. Ça, je dirais, c'est le commerce de détail. Après, j'ai le commerce de demi-gros. Les gens qui leur passent commande, ce sont des bourgeois, des artisans ou de riches ménagers qui vont acheter et qui vont accumuler et qui vont revendre 15 000, 20 000 patins. Et enfin, il y a des gens qui font du gros, qui eux tractent 40 000, 50 000, 80 000 patins. Voilà. Il y a toute une chaîne comme ça qui se met en place, du modeste agriculteur qui fait sa récolte, de celui qui achète, qui fait des quantités et qui revend éventuellement à un autre, ainsi de suite. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai vu apparaître l'aspect familial. C'est-à-dire que les contrats, ceux qui font la cueillette et qui font les patins, ce sont souvent un mari, une femme, un père et ses enfants. Ou bien on a même des femmes avec le fils, la mère et le fils. On voit bien qu'il y a un côté familial. Parfois, j'ai même un autre contrat où c'est 3 frères. Il y a un côté familial, on voit une économie familiale avec probablement le texte, les textes ne le disent pas, mais justement ce que ne dit pas le texte, c'est intéressant, c'est qu'on voit bien que
qui vont donner un coup de main probablement. Et probablement aussi, même les enfants. Hein, on voit bien ça. Hein. Et même peut-être, quand il y a des coups de chien, on peut imaginer, si tout à coup il y a une commande qu'il faut livrer absolument, qu'il faut se dépêcher, on peut imaginer que les voisins viennent donner un coup de main. Hein. On voit bien là une économie, de petite production artisanale familiale. Et puis, on voit à côté de ça des bourgeois, hein, des hommes plus riches, qui vont acheter ces petites productions et les revendre. Alors, j'ai un exemple, un esprit Michel, qui est maître cordonnier. C'est intéressant là aussi. C'est qu'en plus il est cordonnier. Hein, il achète, il ne produit pas, il achète des patins, des semelles de liège, mais il est cordonnier. Donc on peut penser qu'il va avoir des exigences pertinentes, puisque c'est son métier. Pendant 2 mois, entre 6 décembre 1555 et 12 février 1556, pendant 2 mois, il a signé 9 contrats auprès de 9 fournisseurs pour un total de 13 000 semaines de liège. Hein, on voit bien là, hein, il s'est adressé à des petits fournisseurs et lui, hop, il achète. Donc, 4 transactions le même jour, le 16 décembre, pas ce contrat. Hein. En 20 ans, à Colbruyère, il a acheté 162 000 semelles de liège. Mais attention, ce sont les textes que j'ai trouvés. Il en a probablement acheté pendant la même période 5-10 fois plus. Pourquoi? Parce qu'il en a acheté ailleurs, bien sûr, à Gonfaron, par exemple, hein, etc. Tous les villages alentours. Hein. Alors certains, je n'ai pas encore dépouillé, et certains, les archives n'existent même plus. Mais aussi, il faut penser qu'il a pu en acheter, ce qui est à coup sûr, sans passer contrat devant notaire. Parfois, on me le suggère. Il faut imaginer que parfois, il a passé des contrats verbaux, ça existe. Ils le disent. Hein? Parfois, on trouve l'acte devant le notaire et qui dit on a passé un accord verbal, mais on le formalise. Voilà. Donc vous voyez qu'on voit là apparaître une économie complexe, hein, de petits fournisseurs qui alimentent des plus gros, etc. Et avec des quantités qui sont réellement importantes. Alors, lorsque ces patins sont livrés, ils doivent être, il y a une formule, bon marchand et de recettes. Hein? Ok, bon. Et ils disent bien assorti par paire. Logique. Hein? Les textes disent y faire tous les travaux requis jusqu'à la perfection selon la forme ordinaire, ou suivant le moule, ou le patron qui lui sera donné. Donc on voit bien comment ça fonctionne. Hein? Esprit Michel, qui est cordonnier, il va donner un patron, on dirait un moule, pour que ce soit fait correctement. Et j'ai trouvé un texte qui dit bien redon et bien brillant. Alors, redon, c'est un terme provençal qui veut dire rond. Hein? Le collet redon, c'est la colline ronde. Hein? Bon. Ça veut dire, on voit bien le bout de la semelle bien arrondi. Le verbe brillant est intéressant. Le verbe brillant est un verbe provençal, mais du Var. Et ça veut dire, je suis allé chercher la définition chez Mistral, hein,
le trésor fait des Gilles. Bon. Et il dit, c'est enlever la partie raboteuse du liège. Au reste, aujourd'hui en prof, il y a un outil qui sert à enlever la partie raboteuse du liège qui s'appelle le brigadouille. Ça existe, hein, pour faire les choses. Donc là, on me dit bien, on m'explique bien comment ça fonctionne, comment on va façonner, hein, on va arrondir le bout, on va utiliser un moule et on va enlever la partie raboteuse du liège. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé plusieurs dimensions, grandes ou petites. Mais je cherche à savoir combien ça mesurait tout ça. Hein. J'ai eu du mal et j'ai pas tout. Alors j'ai un texte médiéval, 1481. Non, avant ça, je m'en fous. On me donne aussi des modèles. Par exemple, on me dit, en 1481, on me dit des pantoufles à la manière d'Avignon. Donc ça suppose qu'à Avignon, il y avait une mesure particulière. Ok. J'ai un autre texte qui me dit de la longueur et largeur, mesure de Beaucaire. C'est clair? Bon. Voilà. Alors, j'ai un texte de 1491 qui lui me donne des indications un peu plus précises. 30 cm environ de longueur. Lui, je convertis, hein. Chaque fois c'est 3 quarts de pas, etc. Largeur 10 cm, épaisseur 2 doigts, c'est-à-dire entre 3 et 4 cm, etc. Donc, en faisant la synthèse de toutes les indications que j'avais, j'obtiens à peu près, pour la grande et la petite forme, entre 28 et 32 cm pour la longueur. Pour la largeur, j'ai qu'une indication de 8 cm. Pour l'épaisseur, j'en ai deux. La semelle de Gillon, qui mesure 2,5 cm, et le texte de 1491, qui lui me dit, ça fait à peu près 4 cm. Voilà un peu les mesures que je suis arrivé à obtenir. Alors, ceci dit, on vous dit que ces semelles de liège, elles ne sont pas très épaisses. Or, on a dit pour le patin que les cocottes, elles en mettent 10-20 cm. Alors ça pose un problème. Comment il faut? Alors, moi je suis tenté de penser qu'on devrait utiliser le système utilisé pour ça. Le gavitel. Là, vous ne le voyez pas, mais il y a deux planches de liège. Et elles sont collées par des rivets en bois. Mais en même temps, on peut imaginer aussi qu'ils utilisaient de la colle. Là, j'aurais dû dire, elles sont assemblées, pardon, elles ne sont pas collées, elles sont assemblées par des rivets en bois. On ne dit pas rivets d'ailleurs, on dit chevilles, merci. Par des chevilles. Mais aussi, on peut imaginer qu'ils les collaient. Parce qu'il fallait bien qu'ils arrivent à 10 cm. Parfois, on dit même 20 ou 30. Hein? Alors, certes, il y avait des rubans, mais ils devaient, j'ai imaginé, avec de la résine, un système comme ça, probablement. Voilà. Alors, toute cette production, où va-t-elle? Eh bien, on a dit tout à l'heure qu'il y avait des semelles à la mesure d'Avignon. Ça veut dire que probablement au XVe siècle, il y avait des foires à Avignon, bien évidemment, et que donc, il y avait là un marché. Mais à partir du XVIe, j'obtiens essentiellement des mentions de Beaucaire. Alors, Beaucaire, c'est la grande foire internationale de Provence, qui existe à peu près depuis le XIIIe et XIVe siècle. C'est la grande foire. On y trouve tout. Et
textes. Et c'est pour ça, entre autres, que les livraisons doivent se faire impérativement au mois de mai, au mois de juin ou plus tard. Pourquoi? Parce que la foire de Beaucaire a lieu pour la Sainte-Madeleine. Donc c'est le 20 ou 21, je ne me rappelle plus, juillet. Il faut impérativement que ça arrive pour la foire. Je devrais à peu près, je me rappelle, une semaine. Et j'ai des textes, 1594, une barque qui est affrétée, nous lisait, au Saint-Tropez, pour transporter 45 000 patins et du fromage à la ville de Beaucaire. Et dans le contrat, il dit qu'il faut absolument qu'il se débrouille, impérativement. S'il ne peut pas remonter le Rhône, il affrète des barques spéciales, il y avait des barques sur le Rhône qui remontaient, il faut, parce que s'il n'arrive pas au mois de juillet pour la foire Beaucaire, bien sûr, après c'est fichu, hein. C'est le moment où il y a le coup de feu où on va là. Alors, je suis allé fouiller dans les archives. Il y a un péage à Arles. C'était un privilège de l'évêque que de toucher 2% sur la marchandise qui transitait par le péage d'Arles. Alors, je suis allé chercher dans ces fameux péages et j'ai trouvé, je donne des exemples, je n'ai pas tout dépouillé parce qu'il y en a trop, j'ai pris quelques exemples. Entre le 18 juillet et le 24 septembre de l'année 1561, le péage d'Arles a vu passer 82 000 semaines, dont 60 000 pour la seule semaine du 18 au 22 juillet. Précisément au moment où il y a la foire de Beaucaire. Voilà. Alors j'ai un autre exemple, 1582. 1582, la plupart des péages sont au mois de juillet, et là, j'obtiens un chiffre entre 200 et 300 000 patins, semaines de juillet. Alors, vous allez me dire, mais où ça allait tout ça? Eh bien, il faut imaginer que ces semelles allaient dans tout l'Hexagone, en Europe, bien évidemment. Hein? On sait qu'il y a un chercheur, un historien, qui a fait sa thèse là-dessus, son nom m'échappe tout à coup, qui a bien montré tous ces chemins. On achemine vers l'Allemagne, vers le nord de l'Europe, etc., tous les produits qui viennent de la foire de Beaucaire. Et donc, il faut imaginer que ces semelles de liège allaient, elles aussi, vers tous ces marchés, bien évidemment. Et j'ai un autre achat intéressant. En 1547, un Dany Étienne, marchand de Manosque, il achète 50 000 lièges, tout emballé, et il y a dans le contrat un souhait apporté à justement, il mettra la toile, le fil et la cordaille. On voit qu'il demande que le liège soit très soigneusement emballé, ce qui suggère un transport à dos de mulet. Et donc, là, on va aller à Manosque, et on va aller par les Alpes, etc. Hein? Et ça suggère cette chose-là. Voilà. Alors, j'avais fait une démonstration, je vais vous épargner, que c'est des profits, il y a des profits intéressants. Je vois bien celui qui achète les semelles de liège aux petits producteurs à tel prix, ben, il les revend après au double. Hein? Ça, comme il y a une demande considérable, surtout à la fin du 16e. Hein? Voilà. Bon. Alors ça, c'est pour les semelles de liège. On va continuer avec oui. Alors, il y a aussi le liège utilisé pour le toit. Alors ça, moi j'en avais toujours entendu parler.
rusque pour couvrir le toit des maisons. Alors, j'ai un texte médiéval pour ce qui concerne un acte d'habilitation, la garde Freinet, 1394, Jean de Portefesse, il donne certains privilèges aux gardois, et entre autres de pouvoir prendre, quand ils veulent, du bois et de la rusque pour leur maison. Claire. J'ai un autre texte, à Gassin, en 1516, bien cadastre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelques maisons qui sont couvertes de ruscas, clair et net, couvertes de liège. Et ce qui est intéressant, c'est que ces maisons couvertes de ruscas, elles paient un impôt moins élevé que celles qui sont couvertes de tuiles. Ceci explique cela. Voilà. Et ce sont des maisons, plus stables. C'est clair. Ça veut probablement dire qu'à un moment donné, à Gassin, il y a eu une expansion du village, mais qu'on n'avait plus de tuiles sous la main. Donc on n'avait plus de tuiles, eh bien, on a fait avec du liège. Voilà. Et puis j'ai d'autres contrats au XVIIe siècle, en particulier pour des jasses. L'Oudjak, c'est la bergerie, des chasses qui sont recouvertes de toits de liège, on me dit, j'en ai trouvé à Roquebrune, j'ai trouvé même une moustache à Bastille, à la gare de Freinet au début du XVIIIe, qui est recouverte, on le dit, de toits et de liège. Voilà. Alors, ensuite, autre utilisation du liège qu'on oublie, c'est l'apiculture. Loubru. Alors, c'est ce que je vais vous demander. Loubru. On prend un canon de liège, c'est-à-dire l'écorce qui fait le tuyau, là, vous voyez, hein? Et on va en faire une ruche. Sauf que ce qui est aujourd'hui le Var, et particulièrement les Nord-Estérel, était, sous l'Ancien Régime, comme aujourd'hui, un département, à ce moment-là, ce n'était pas un département, apicole. Vous savez qu'aujourd'hui, le premier département apicole de France, c'est le Var. Et à cette époque-là, l'activité apicole était intense. Exemple, gare de Freinet, 1620. On a la chance dans le cadastre de 1620 d'avoir une imposition sur les animaux. Alors, les chèvres, les moutons, les chevaux, les bœufs, etc. Et les apiers et les grues. Alors, on a à ce moment-là 80 apiers. Les apiers, ce sont donc les lieux où il va y avoir les ruches. On dirait les ruchers en français. Enfin, le mot français on dirait les ruchers, bien sûr, il y a 80. Et on a dénombré 4355 rues, c'est-à-dire 4355 ruches faites en liège, évidemment. Et ça suggère, bien sûr, que tous les villages alentours, c'est pareil. Alors, je vois apparaître des contrats d'arrentement, c'est le terme provençal pour parler de fermage, de ces neigeries, c'est-à-dire, neigeries, on va partager le produit à moitié, des métairies, on dit. Neigerie, le terme provençal. Particulièrement pour les confréries. Vous savez ce que sont les confréries de luminaires? Ce sont
des appiers avec des grues qu'ils vont louer, qu'ils vont inventer. Et ils vont partager, c'est une mégerie à moitié du produit. Ce qui les intéresse, c'est la cire, bien sûr. Donc j'ai compté, par exemple, à Roquebrune, au XVIIe, j'ai une dizaine de confréries qui ont des mégeries de grues. Par exemple. Fichte. Excusez-moi. Ok. Alors, ces histoires de grues, de ruches en liège, eh bien, il y en a eu encore jusqu'au début du XXe siècle. Et j'ai un exemple qu'un collègue a rapporté, il a fait des enquêtes, première décennie du XXe siècle, donc il y a à peu près 100 ans. Marcel Ben, du hameau de Saint-Bayon à Cons, le nord du département du Var, se rappelle être allé avec son père, apiculteur, à la Mole, dans le sud, via la gare de Fresnay, pour charger de nuit sur sa charrette 60 grues abéillantes, c'est-à-dire 60 ruches en liège avec les abeilles à l'intérieur, afin de renouveler son rucher. Donc, il y va la nuit, bien sûr, pour que les abeilles ne fassent pas d'embrouille, mais vous imaginez le chargement de 80 grues sur la charrette au début du siècle, sur les routes qui valaient ce qu'elles valaient, ça devait quand même être quelque chose. Hein? Ok. Voilà. Alors ensuite, j'ai trouvé des objets du quotidien. Toutes sortes d'objets du quotidien. Par exemple, les coisses ou fauquet. On emploie, que l'on utilise pour la bouillabaisse. Hein, voilà. Il y a aussi toutes sortes de petits objets que j'ai trouvés chez différentes personnes. Avec une petite chance, je me rappelle des espèces de petits verres. Alors ça, c'est encore... Non, ça, c'est ça. Voilà, un peu cher. Ok. Ça, c'est des copains, mais les copains s'est amusé à faire ça. Là, voilà ce que ça donne. Hein. Ok. Alors, voilà. Pour la langouste. Vous connaissez ça. Mais on peut faire aussi des petits verres, des espèces de petits bonnets que l'on mettait près de la fontaine pour boire. Il y a toutes sortes d'utilisations, comme ça domestique. On peut en faire des espèces de petits plats lorsqu'on est dans la forêt, etc. Alors, la chose nouvelle que j'ai trouvée, c'est que j'ai dépouillé des centaines d'inventaires après décès, depuis la période médiévale jusqu'au 19e. Et j'ai trouvé toutes sortes de contenants pour stocker des grues, des ruches, qui s'utilisent pour stocker. Alors, ils stockent quoi? J'ai trouvé du sel, des légumes secs, des haricots noirs, haricots blancs, des pois pointus, des fèves, des lentilles, tapissolis, céréales, du blé, du seigle, de l'orge et de la poêle. Voilà tout ce que j'ai fait. Et il y a probablement d'autres denrées aussi que l'on stocke. Alors, on me parle de très petits. Petits, moyens, gros, grands ou grandissimes. Pour moi, ça ne veut pas dire grand. Donc, j'ai essayé de trouver des éléments plus précis qui permettent de quantifier. J'ai trouvé de 1 à 14 panneaux. Un panal, ça vaut 12 kg environ. Donc,
peuvent contenir 12 kg, et il y a des grandes boîtes, des grands brûles, qui peuvent contenir 14 fois 12. Si je me réfère à ce qu'il dit. Et j'ai trouvé aussi, dans les estimations de prix au 19e, une proportion qui donne une idée. La valeur peut aller de 1 à 30. Ça donne une idée. Ça veut dire qu'il y en a vraiment des petits, et il y en a des certainement gros. Donc, vous voyez que c'est un mode, c'est un élément qui a permis la conservation de toutes sortes de denrées, du petit pot à sel, on me le dit, que l'on met sur la table, jusqu'au programme de bail, de gros troncs de liège, brosse-bail, pour le grain, pour toutes sortes de choses. Alors j'ai trouvé aussi des plaques de figues, des plaques de liège pour faire sécher les figues. Alors, par contre, la plupart des amis, des témoignages me disent, mais non, on les faisait sécher sur les culées de canne. Pour que l'air passe. Moi, j'ai trouvé aussi ces choses-là pour les filles. Alors, j'ai trouvé aussi des témoignages qui m'ont dit qu'ils gardaient des espèces, si vous voulez, de tuiles, ça fait comme une tuile, le liège, gardé pour les scaroles en hiver pour qu'elles restent blanches. J'ai trouvé un autre témoignage, un manchon de ruscasse. L'expression qu'elle a employée, oui, mon père gardait les manchons de ruscasse. Pourquoi? Pour mettre autour de la carte, pour qu'elle reste blanche. Voilà. Ça, c'est intéressant. Alors, j'ai trouvé aussi des carafous. Des carafous. Alors, les carafous, ce sont probablement, d'après ce que j'ai compris, si vous voulez, des enveloppes de liège, suivant un diamètre, pour mettre autour d'une bouteille, pour pas qu'elle se brise. Voilà. J'ai très peu de texte, c'est rare. Et enfin, une chose, ça totalement inédite, personne n'avait jamais entendu parler de ça. J'ai trouvé, maintenant j'en ai une petite dizaine, une ruche pour couler la lessive dans sa bugadière en pierre. Alors ça, tous les collègues ils sont restés bavards. Je vous explique. Vous savez ce que c'est que la bugade? C'est la lessive. On a besoin d'une paille, un tian, et là, le récipient est fait de liège, d'un tuyau, gros tuyau, et en dessous, vous avez une pierre avec dessiné un écoulement qui permet, avec un duc, j'en ai trouvé, avec un duc qui permet que la lessive s'écoule. Alors c'est assez étonnant d'imaginer qu'on a fait la lessive dans de tels récipients. Et pourtant, j'en ai trouvé une petite dizaine. J'en ai trouvé à la période médiévale, au XVe siècle. J'en ai trouvé bien sûr dans les morts de Mestérel, et j'en ai même trouvé à Grasse, un texte début XVIe. Voilà. Donc, il semblerait qu'on ait bel et bien fait la lessive, et j'en ai trouvé jusqu'au XVIIIe. Qu'on ait bien fait la lessive à l'occasion dans des bugadières, des bugadières qui étaient en liège. Ça nous apparaît extrêmement étonnant, et pourtant, ça s'est passé. Voilà. Écoutez, il me semble que j'ai parlé raisonnablement. Je vais m'arrêter là. Et je demeure à votre disposition pour vos questions. Je vous donne des signalements. Pour ceux que ça intéresse. Alors, j'ai écrit un article général sur toutes sortes d'utilisations du piège. Et se retrouve dans cette revue, la revue du monde alpin et montagnais. C'est très connu, hein,
regarde la Méditerranée, le bois, l'écorce et la sève. Il y a d'autres articles tout à fait passionnants. Les travaux forestiers et la production des grands moutons, le métier de charbonnier, cultiver la forêt en Grèce, les hommes du liège, le liège à tout faire, c'est ce que je vous ai proposé, des cornes pour transporter l'huile de cadre, etc. Donc ça c'est une collection très connue, très élevée. Dans le Provence historique, certains, ça aussi c'est très connu, c'est la revue de la Société historique de Provence et Institut historique de Provence. Ah oui. Donc, dans la livraison de février 2013, j'en ai fait une mars, j'ai écrit l'article sur les patères que j'avais présenté au congrès en 2000, l'année d'avant. Donc, c'était en 2011. C'était à l'automne 2011. Donc, il y a l'article sur les semelles. Et enfin, vient de sortir, je voulais vous en lire un extrait que j'ai oublié, vient de sortir tout récemment un petit livre, Dictionnaire illustré du Liège. Là, c'est moins historique, mais c'est très bien fait. Très, très bien fait. Il y a des données scientifiques. C'est Ignacio Garcia Peretta que j'ai rencontré. Je lui ai apporté ces articles et des indications qu'il les a utilisés d'ailleurs dans ce livre. Voilà. Et ça vient de sortir aussi, c'est très bien. Vraiment, c'est très bien, c'est passionnant, très bien fait. Voilà. Je suis à votre disposition pour les questions. Je vous écoute. Plusieurs questions. Tout d'abord, le liège était connu pour enfurer les amphores, donc il y a plus de liens. Et avec quelque chose de tout cela par-dessus, les amphores. Ensuite, j'ai vu donc concernant les ruches, alors j'ai dit c'est magnifique parce que les ruches, si je veux extraire le lait, on perd donc le vaisselle. Donc il faut faire des ruches plus courtes. Par contre, là, pour enlever le liège, on peut servir d'arbre, faire une coupe longitudinale. Si on fait des récipients, il faut plus d'arbre pour avoir un récipient avec l'arche. On enlève. C'est une bonne question. Et d'autre part, j'aurais aimé parler du bouchon. Parce que dans les questions de l'air, je ne fais pas des bouchons comme ça. Alors, j'ai dit dès le départ que je ne parlerai pas de bouchon, parce qu'il y a 150 personnes qui ont parlé de bouchon. C'est pour ça que volontairement, je n'ai pas parlé de bouchon. Parce qu'il y a énormément d'études sur le bouchon. Parler du bouchon de terre sans employer le mot bouchon, comme c'était remarqué. Alors, pour ce qui concerne la ruche, mais mon brave, il les massacrait. Il les massacrait. Le terme employé, c'est crestard. Il, avec le couteau,